L'histoire dont nous allons parler montre comment la sincère inquiétude pour un étranger peut avoir des conséquences inattendues. Personne ne pouvait imaginer que leur gentillesse envers un passant occasionnel mènerait à la disparition d'une élève. L'histoire de Stéphanie Rückberg, âgée de 15 ans, s'est déroulée à l'été 2002 sur l'île ensoleillée de Majorque. Elle a grandi dans la ville allemande de Lüdenscheid avec son frère aîné. Après le divorce, sa mère Sylvia décida de commencer un nouveau chapitre dans sa vie et organisa un déménagement d'été aux Baléares. Elle choisit la région d'El Arenal à Majorque, espérant que le climat chaud et l'air marin aideraient à tout le monde à se distraire des changements récents. À cette époque, un nouveau partenaire était apparu dans la vie de Sylvia, Peter, qui accepta de venir avec son fils. Sylvia voyagea la première vers l'île, laissant les jeunes aux soins des grands-parents en Allemagne. Elle devait tout préparer pour une vie familiale confortable avant la fin de l'année scolaire. La femme énergique s'adapta rapidement au nouvel endroit et trouva même un poste de manager dans un prestigieux hôtel 5 étoiles. Stéphanie et son frère attendaient impatiemment les vacances et faisaient leurs valises. Le premier jour des vacances d'été, ils étaient à Majorque, où Sylvia voulait passer tout l'été jusqu'en septembre. La famille emménagea dans un appartement de 2 étages. Pour Stéphanie, ce déménagement ouvrit un nouveau monde de possibilités. La vie nocturne de l'île l'attirait particulièrement, ce qui était tout à fait naturel pour une personne de son âge. Elle s'intégra rapidement à la scène jeunesse locale, passant du temps dans les bars et les clubs avec de nouveaux amis, et parfois ne rentrait pas à la maison pendant plusieurs jours. Ce comportement de la fille causait beaucoup d'inquiétude à Sylvia. Chaque retour tardif de Stéphanie se terminait par des conversations tendues. Peter réagissait particulièrement vivement, devant constamment calmer Sylvia inquiète au lieu de se détendre. Il essayait de remettre la jeune fille sur le droit chemin et s'efforçait de créer une atmosphère agréable pour tous. Stéphanie se trouvait dans une situation difficile, tiraillée entre le désir d'obéir à sa mère et l'envie de profiter de la vie insouciante de l'île avec des jeunes de son âge. La famille commença à s'inquiéter. Stéphanie comprenait que son comportement inquiétait ses proches, mais elle ne pouvait pas se contrôler. Bien qu'elle ait toujours eu un penchant pour l'aventure, les arguments maternels de Sylvia trouvèrent un écho. Cependant, cela a temporairement assombri leur relation. Pendant quelques jours, Stéphanie bouda ses proches, mais au plus profond d'elle-même, elle comprenait. Il ne se souciait que de son bien-être. Ses intérêts donnaient effectivement matière à s'inquiéter. Après quelques jours, les émotions se calmèrent et l'atmosphère familiale commença à se réchauffer. Naturellement, l'étudiante voulait continuer à voir ses amis. Sylvia pressentait l'ampleur de l'enthousiasme de sa fille pour les fêtes, mais Stéphanie avait une raison valable. Les vacances touchaient à leur fin. Bientôt, elle retournerait en Allemagne et replongerait dans ses études. Après l'école, elle rêvait de devenir vétérinaire. C'est pourquoi elle demanda à passer plus de temps avec ses amis maintenant, promettant en retour d'être plus raisonnable et de rentrer à l'heure convenue, en respectant les règles maternelles. Après plusieurs conversations, la femme fut convaincue par les arguments de sa fille. Le 31 juillet 2002, Stéphanie demanda à nouveau à rencontrer des amis. La mention des études à venir convainquit rapidement la mère. De plus, la jeune femme s'était comportée assez responsablement ces derniers jours. Finalement, on lui permit d'aller faire la fête, avec la promesse de rentrer avant minuit. Les proches ne l'attendirent pas et allèrent se coucher, espérant qu'après les récents désaccords, elle tiendrait parole comme elle l'avait fait dernièrement. Tôt le matin, Sylvia, en sortant de la chambre, remarqua le sac de Stéphanie sur le sol du couloir. Elle supposa que sa fille s'était rentrée tard et de bonne humeur, avait simplement jeté ses affaires et était allée se coucher. Sylvia alla dans la chambre de sa fille pour lui apporter son sac
et voir comment elle allait. Cependant, elle trouva un lit vide. Il s'avéra que Peter s'était réveillé avant sa mère, mais lui non plus n'avait pas vu sa sœur. Sylvia réveilla son fils, qui ne savait pas non plus où était Stéphanie. La famille s'inquiéta, bien que la situation ne fût pas inhabituelle. Avant les récents désaccords avec sa mère concernant les fêtes et les retards, Stéphanie restait souvent chez des amis. Après une fête, elle pouvait ne pas apparaître à la maison pendant quelques jours. La mère soupçonna que sa fille était revenue à ses anciennes habitudes et se prépara à une conversation sérieuse à son retour. Sylvia ne s'inquiétait pas trop, car elle connaissait le caractère de Stéphanie. Mais avec chaque jour d'absence de sa fille, l'inquiétude grandissait. Après une semaine de recherche indépendante, la femme se tourna vers la police. Pendant ce temps, elle avait appelé tous les amis connus de sa fille, en avait visité certains personnellement et avait parlé avec les jeunes et leurs parents. Mais personne ne pouvait dire où était Stéphanie. Personne ne l'avait vue depuis longtemps. Début août, Sylvia signala à la police locale la disparition de sa fille, qui n'était pas rentrée à la maison depuis une semaine. Compte tenu du temps écoulé, les enquêteurs commencèrent immédiatement les recherches. Les enquêteurs ont commencé par parler avec l'entourage proche de Stéphanie. Ils ont interrogé tout le monde, des amis et de la famille aux employés des clubs et des bars où elle passait souvent du temps avec son groupe. Même les touristes et les serveurs ont été interrogés. Mais il n'y avait aucune information sur le lieu où se trouvait la jeune femme. Un obstacle sérieux était qu'une semaine s'était déjà écoulée. Beaucoup de choses s'étaient passées dans la vie des personnes interrogées pendant ce temps. Les fêtes alternaient chaque soir, et les détails pouvaient avoir disparu de la mémoire. Pour rafraîchir les souvenirs des locaux et obtenir de nouvelles pistes, les officiers de police avec la famille de Stéphanie ont affiché des prospectus avec sa photo dans la ville. Il y a eu quelques indices, mais ils n'ont mené à aucun résultat. Les autorités espagnoles ont établi leur première version, qui leur semblait logique. On supposait que Stéphanie, de bonne humeur après la fête, était allée à la plage et s'y était endormie. Étant donné le temps écoulé et l'absence de toute trace, les espoirs de retrouver la jeune femme en vie s'amenuisaient. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas essayé de contacter sa famille, n'avait utilisé ni carte bancaire ni téléphone, ni même les réseaux sociaux. La version de l'enlèvement a été écartée. Personne n'avait contacté la famille pour une rançon. La police maritime et l'aviation ont été impliqués dans les recherches. Des hélicoptères ont examiné la côte et les eaux. Les proches ne perdaient pas l'espoir de revoir Stéphanie. L'idée qu'elle passait du temps avec de nouvelles connaissances a germé, bien que tous comprennent. Les chances d'une issue aussi heureuse étaient minimes. La situation était restée inchangée jusqu'à ce que la mère de la jeune femme commence sa propre enquête. Les options de direction étaient peu nombreuses, et la femme a décidé d'examiner minutieusement la chambre de sa fille. La police avait déjà fouillé la chambre à la recherche d'indices, mais sans succès. Sylvia pensait qu'elle connaissait sa fille mieux que quiconque. Et elle avait raison. Dans les journaux intimes, elle a trouvé une note sur une rencontre avec un jeune homme nommé Marcus. Le jeune homme venait de Düsseldorf et, comme Stéphanie, passait l'été à Majorque. Il s'est avéré qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une fête sur la plage de Palma. Cette information a été confirmée par plusieurs amis de la disparue. Lors de la fouille supplémentaire de la chambre de sa fille de 15 ans, Sylvia a trouvé un appareil photo avec un film non utilisé. Il contenait des photos prises peu avant la disparition. La femme a décidé de les développer. Pendant ce temps, les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches actives. Ils ont réussi à trouver 2 sœurs qui étaient avec Stéphanie cette nuit-là. Les jeunes femmes ont raconté qu'elles avaient passé toute la soirée à aller de bar en bar. Toutes les 3 passaient leur temps à Majorque depuis le début de la saison estivale. Les amies passaient les jours d'été ensemble. Elles prenaient le soleil sur la plage et le soir,
Elles allaient dans des discothèques et des cafés locaux. Ce soir mémorable, elles étaient aussi toutes les trois sur la plage. Puis elles sont allées au bar El Arenal, où travaillait le père des sœurs. Les enquêteurs ont finalement reçu des informations importantes pour l'enquête. Selon la chronologie reconstituée, les jeunes femmes sont arrivées au club vers 9 heures du soir. Dès les premières minutes, l'attention de Stéphanie s'est portée sur le jeune DJ. Stéphanie a manifesté un intérêt évident pour le musicien et a quitté la fête avec lui à un moment donné, mais est rapidement revenue auprès de ses amis. Vers minuit, les sœurs sont rentrées chez elles, mais Stéphanie a décidé de rester jusqu'à la fin de l'événement. Elle voulait continuer à écouter la musique du DJ. Les photos de l'appareil de Stéphanie, que Sylvia a remis aux autorités, sont devenues des preuves importantes. Sur l'une des photos, la jeune femme apparaissait aux côtés d'un jeune homme. Les employés du club ont aidé à établir son identité. Cette personne était Marcus, le DJ de 19 ans, qui, comme il s'est avéré, connaissait bien Stéphanie. Les enquêteurs se sont rendus chez lui pour une conversation. Marcus a reçu les policiers avec une inquiétude visible et les a invités à contre-cœur dans son appartement. Lors de la conversation, il a admis avoir effectivement passé la soirée avec Stéphanie. Vers 1 heure du matin, lorsque son service aux platines s'est terminé, ils ont quitté le club ensemble. Initialement, le musicien a affirmé que la jeune femme était restée chez lui environ 1 heure puis était partie. Mais ces paroles ont suscité des doutes. Dans l'appartement, on a trouvé le sac à main et les vêtements de Stéphanie qui correspondaient à sa tenue au club. Des taches étranges de couleur bordeaux sur la robe ont particulièrement attiré l'attention. Marcus est immédiatement devenu la figure principale de l'affaire, mais a continué d'insister sur sa version. Selon son explication, Stéphanie avait accidentellement taché sa robe avec une boisson alcoolisée rouge et s'était changée dans les vêtements d'une amie. Cette histoire semblait peu crédible, mais des preuves plus solides étaient nécessaires pour une accusation. Les vêtements ont été envoyés pour analyse. Le lieu où se trouvait Stéphanie restait un mystère, et les enquêteurs ont poursuivi leur travail, gardant une surveillance particulière sur le DJ. 1 mois et demi après la disparition, le 20 septembre 2002, la police a reçu un important signalement d'un résident local. Il a signalé une découverte suspecte sur le terrain d'une ferme abandonnée dans la région d'El Arenal. Les enquêteurs arrivés sur place ont examiné le bâtiment vide où des activités étranges avaient été récemment remarquées. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont fait une triste découverte. Sur place se trouvait une personne en pyjama, sous-vêtements et chaussettes. L'état ne permettait pas une identification visuelle. Une connexion avec l'affaire de la disparition de Stéphanie a été suspectée. Pour confirmation, une analyse ADN a été effectuée, comparant les résultats avec des échantillons de la mère de Stéphanie. L'expertise a confirmé. C'était Stéphanie d'Allemagne. Les enquêteurs devaient élucider les véritables circonstances de l'incident. La version concernant l'implication du DJ ne s'est pas confirmée. Bien que certains objets aient été trouvés dans son appartement, il n'y avait aucun signe d'incident. La tache sur les vêtements s'est avérée n'être que de la boisson alcoolisée. L'histoire de Marcus sur le changement de vêtements a été confirmée par les déclarations des amis. Il disait la vérité. Mais cela n'a fait que compliquer la recherche de réponses. À ce moment-là, la famille de Stéphanie était déjà retournée en Allemagne. Le frère a repris ses études. Sylvia a commencé à travailler. Les officiers ont décidé d'examiner plus attentivement l'environnement proche de Stéphanie. Il y avait des raisons de croire qu'elle était bien rentrée chez elle cette nuit-là. Après tout, son appareil photo et son sac y étaient apparus. Peter, le partenaire de la mère qui vivait avec la famille de Stéphanie, a particulièrement attiré l'attention. On savait que le comportement de Stéphanie inquiétait l'homme. Le style de vie libre de Stéphanie préoccupait sa mère, c'est pourquoi il exprimait souvent son mécontentement lorsqu'elle restait tard ou allait à des fêtes sans prévenir.
Peter a été convoqué au poste de police allemand pour un entretien. Dès les premières minutes, il a nié toute implication dans la disparition de Stéphanie. Cependant, c'est précisément la conversation avec lui qui a permis de faire avancer l'enquête. Après un certain temps, l'homme a partagé des informations importantes. Il s'est avéré que pendant leurs vacances à Majorque, la famille baravait un voisin dans l'appartement, Thorsten, un Allemand de 40 ans. La mère l'avait rencontré peu avant l'arrivée des enfants. Elle avait accepté de l'héberger officieusement dans l'appartement pour réduire les coûts de location. C'est exactement pourquoi il avait été initialement passé sous silence. Cela violait les conditions de location de la propriété. Peter craignait des problèmes juridiques, mais a souligné que le locataire donnait l'impression d'être une personne décente et équilibrée, dont on n'attendait aucun désagrément. Les enquêteurs espagnols se sont intéressés aux nouvelles impliquées. À cette époque, il vivait dans la ville allemande de Wuppertal et son passé donnait lieu à de sérieuses inquiétudes. Il avait des antécédents pour des délits mineurs et des infractions de nature personnelle. Mais le plus inquiétant était que, peu avant de rencontrer la famille, il s'était échappé d'un établissement pénitentiaire et était recherché. Les officiers le considéraient comme extrêmement imprévisible. Les forces de l'ordre espagnoles et allemandes ont uni leurs forces après que Thorsten ait quitté Majorque. Comme on le soupçonnait, il n'a pas été trouvé à son domicile en Allemagne. La recherche a commencé par l'interrogatoire des résidents et des voisins. Bientôt, un mécanicien de 50 ans s'est présenté à la police. Il a rapporté que Thorsten lui avait amené une camionnette Volkswagen blanche en février 2003. Le client a commandé une modification inhabituelle. L'installation de signaux lumineux supplémentaires au-dessus de la cabine du conducteur, une peinture de carrosserie voyante et une teinte particulièrement dense des vitres qui rendait l'intérieur complètement opaque de l'extérieur. À l'intérieur, Thorsten a demandé de démonter les sièges et d'installer un espace de couchage spacieux. Le mécanicien a remarqué quelques détails. Premièrement, il a trouvé des documents montrant que la camionnette était louée. Il semblait étrange d'investir des ressources considérables dans la modification d'un véhicule loué. Deuxièmement, il y avait à l'intérieur un sac suspect contenant divers objets de destination douteuse. Cependant, le maître n'y attacha pas d'importance particulière à l'époque et exécuta la commande. Il n'avait pas revu Thorsten jusqu'à ce qu'il voie sa photo aux informations. C'est alors que le mécanicien a reconnu la signification sinistre de cette commande. Les modifications du véhicule et le contenu du sac indiquaient des intentions inquiétantes du client. La camionnette louée a été retrouvée dans la ville voisine. Les enquêteurs ont retrouvé Thorsten et l'ont arrêté. Lors de son arrestation, il a nié sa participation aux incidents, répondant de manière évasive aux questions sur le contenu du sac, le véhicule et son séjour dans l'appartement de Majorque. Dans le véhicule modifié, ils ont trouvé le même sac avec des objets suspects. Thorsten n'a pas pu expliquer de manière cohérente leur but. Ils y ont trouvé les objets décrits par le mécanicien, divers dispositifs de contrainte, des préparations médicales, des objets personnels et des matériaux photographiques concernant plusieurs jeunes femmes. Dans le véhicule ont également été trouvées des préparations chimiques avec des étiquettes espagnoles et une réplique d'équipement probablement utilisé pour l'intimidation. Au cours de l'enquête, un détail important est apparu. Peu avant la disparition de Stéphanie, Thorsten avait acheté du chloroforme dans une pharmacie. Le pharmacien a identifié l'acheteur avec certitude. Parallèlement, la police a découvert que la camionnette liée à l'incident avait été signalée comme volée. Cela a renforcé les soupçons contre Thorsten. Après l'achèvement de tous les examens nécessaires, il a été révélé que des traces de chloroforme avaient été trouvées dans l'organisme de Stéphanie. Le procureur a considéré cela comme une preuve décisive liant directement Thorsten à l'incident.
Les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait utilisé un leurre pour faire sortir la jeune femme de la maison. Ensuite, il a probablement utilisé du chloroforme, un puissant sédatif que les malfaiteurs utilisent souvent pour la sédation. Cette substance reste dans l'organisme pendant un certain temps après l'inhalation. Selon le rapport d'expertise, Stéphanie a perdu connaissance à cause d'une surdose de chloroforme. Lors de la fouille du véhicule, outre un sac contenant des objets suspects, un autre sac à main contenant des documents et des effets personnels a été trouvé. Les enquêteurs ont trouvé la propriétaire, une jeune femme de 18 ans qui a heureusement échappé à un sort terrible. Elle a raconté une rencontre fortuite avec Thorsten sur le parking. Elle avait simplement salué l'étranger et continué son chemin, mais s'est ensuite réveillée dans une camionnette inconnue. Selon son témoignage, elle a également été exposée au chloroforme, mais la dose ne s'est pas avérée critique. La jeune femme a indiqué qu'elle n'avait pas subi de blessures graves. Elle a eu la chance de s'échapper juste après son réveil, lorsque Thorsten n'était pas dans le véhicule. Elle s'est échappée par la porte arrière déverrouillée du véhicule et a disparu. Suite à ces témoignages, des accusations supplémentaires ont été portées contre Thorsten. Il est resté en détention provisoire en attendant son procès. Les enquêteurs ont découvert le lieu où se trouvait Stéphanie disparue dans une ferme abandonnée. Les médecins légistes et les techniciens criminels ont examiné la scène de crime et ont constaté quelque chose d'inattendu. Quelqu'un était resté ici plus d'1 mois après la disparition de la jeune femme. Des chiens spécialement dressés l'ont confirmé, c'était Thorsten. Malgré des preuves concluantes, le suspect a nié son implication. Pour obtenir des aveux, l'un des enquêteurs a mené une opération astucieuse. Il a été infiltré dans la cellule de Thorsten déguisé en détenu. Il a rapidement gagné la confiance du suspect. Le plan a fonctionné. Thorsten est devenu bavard et tout a été enregistré. Il a admis son lien avec la disparition de Stéphanie, mais a insisté sur une coïncidence de circonstances. Selon son récit, tout s'est passé après le retour de la jeune femme d'une fête. Il observait la voisine depuis longtemps et attendait le bon moment. Cette nuit-là, selon lui, une opportunité appropriée s'est présentée. Stéphanie était de bonne humeur après la fête et ses proches dormaient déjà. Profitant de la situation, il décida d'agir. Mais quand Thorsten commença à lui prêter attention, elle le repoussa. Un conflit éclata. Omettant les détails, il affirma que Stéphanie était devenue agressive en premier. Prétendument, il l'aurait juste poussée sans évaluer sa force. Selon la version de Thorsten, elle perdit connaissance après la chute. Curieusement, il passa sous silence le chloroforme trouvé dans son organisme. Par peur des conséquences, il emmena Stéphanie à la ferme abandonnée. Il y resta plusieurs semaines, craignant d'être découvert, jusqu'à ce qu'il décide de s'enfuir en Allemagne. Son histoire éveilla des doutes. Les médecins ne trouvèrent aucune des blessures qu'il avait mentionnées. Étonnamment, les proches de Stéphanie n'eurent pas immédiatement de soupçons lorsque le voisin disparut en même temps que la jeune femme. En août 2006, 4 ans après l'incident, le procureur a formellement inculpé Thorsten. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison et l'accusation insistait sur la peine maximale. La défense a contesté la légalité de la confession obtenue et a affirmé qu'elle avait été obtenue par manipulation. De plus, l'avocat a présenté une version inattendue, affirmant que les traces de chloroforme dans l'organisme de Stéphanie étaient apparues accidentellement après l'incident. Malgré l'improbabilité évidente de cette théorie, les enquêteurs ont dû l'examiner en profondeur. Des investigations supplémentaires ont permis d'exclure complètement la version accidentelle. Les experts criminalistiques ont établi que la concentration de chloroforme était significativement plus élevée que ce qui serait possible lors d'un contact accidentel. Selon eux,
L'auteur avait délibérément utilisé la substance pour empêcher Stéphanie de contacter la police. L'accusation a insisté sur le fait que la confession de Thorsten avait été obtenue légalement et constituait une base suffisante pour l'inculpation. L'évaluation psychiatrique a révélé que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale et de traits narcissiques fortement prononcés. La défense a demandé l'indulgence en citant l'enfance difficile de l'accusé. Ses parents se sont séparés pratiquement immédiatement après sa naissance. Les années d'enfance se sont déroulées dans un environnement défavorable où se succédaient des beaux-pères agressifs. Finalement, même sa mère s'est détournée de lui. S'en est suivi une série de familles d'accueil, des déménagements constants et des changements d'école. Tout cela l'a empêché d'établir des relations stables avec qui que ce soit. Thorsten n'avait ni proches, ni amis. La mère biologique n'apparaissait qu'épisodiquement dans sa vie, pour disparaître à nouveau. L'avocat a affirmé qu'une telle enfance avait fortement influencé la psyché de Thorsten dès son plus jeune âge. Il n'avait jamais connu ce que signifiaient les soins sincères et l'amour parental, ce qui a finalement conduit au développement d'une personnalité antisociale. Dans les nouvelles communautés, il restait toujours un marginal. À l'école, il y avait constamment des problèmes avec ses camarades de classe. Il était souvent victime de moqueries, ce qui menait inévitablement à des conflits. Après les premières audiences, le tribunal a fixé une peine de 11 ans de prison pour Thorsten, âgé de 44 ans, la peine maximale possible. Cependant, la défense n'était pas d'accord avec le verdict, et l'avocat a réussi à obtenir une révision du cas. Lors du nouveau procès, le juge a exclu des preuves la confession obtenue illégalement de l'accusé. Néanmoins, le verdict final s'est avéré encore plus sévère, 11 ans de privation de liberté. Le jury l'a déclaré coupable d'actions préméditées ayant conduit à des conséquences tragiques pour la jeune femme. Une année supplémentaire a été imposée pour tentative de destruction de preuves. Le procureur a présenté des preuves convaincantes que le criminel avait guetté la jeune femme dans son propre appartement. Elle est rentrée chez elle et a même réussi à mettre son pyjama en se préparant pour le lit. Les événements qui ont suivi ont eu des conséquences irréversibles. Ensuite, le criminel a emmené la jeune femme dans une ferme voisine où il est resté près d'elle pendant plus d'1 mois, par peur d'être découvert. Pendant tout ce temps, il participait activement aux recherches, rejoignant pratiquement tous les groupes de recherche et soutenant la famille de la disparue. Manifestement, il essayait ainsi de détourner les soupçons de lui. Jusqu'à son arrestation, les proches de la jeune femme ne soupçonnaient même pas qu'ils avaient accueilli une personne qui s'était évadée de prison dans un autre pays. Dans le passé, il avait été accusé d'une série d'appropriations illégales et d'un incident avec une autre jeune femme impliquant l'utilisation de chloroforme. En prison, Thorsten a montré un comportement exemplaire, aidant même l'aumônier de la prison. Pour l'incident précédent, il avait reçu une peine avec sursis. Après avoir purgé les 11 ans de prison, il a été libéré. La famille de Stéphanie a plaidé pour une peine plus sévère et a été déçue par la clémence du verdict. Cette opinion était également partagée par les policiers espagnols et allemands qui ont participé à l'enquête conjointe. Ils considéraient Thorsten comme une personne extrêmement dangereuse et l'incident avec Stéphanie ainsi que les cas avec d'autres jeunes femmes n'étaient, selon eux, qu'une question de temps. Selon les informations disponibles, Thorsten vit aujourd'hui en Allemagne, mais sa localisation exacte et son nom sont inconnus, et ses photos sont sous scellés. Jusqu'à présent, aucune participation à des incidents n'a été signalée.